Obsession et phobie. Sigmund Freud. Obsession et phobie. Son mécanisme psychique et son étiologie. Nous commencerons par démentir deux affirmations très fréquemment répétées à propos des symptômes objets de cette étude, c'est-à-dire des obsessions et les phobies. Il faut affirmer, premièrement, qui ne font pas partie la neurasthénie proprement dite, puisque les malades atteints de ces symptômes sont tantôt neurasthéniques et tantôt non. Deuxième, qu'il n'est pas juste de les faire dépendre de la dégénérescence mentale, puisqu'on les trouve chez des gens pas plus dégénérés que la plupart des névrosés, et, d'ailleurs, ils se corrigent le plus souvent, et même en quelques occasions, guérissent. Obsessions et phobies sont des névroses à part, avec un mécanisme spécial et une étiologie que j'ai pu découvrir dans un certain nombre de cas, mécanisme et étiologie que j'espère retrouver dans un grand nombre de nouveaux cas. Afin de mieux délimiter notre sujet, nous laisserons de côté une certaine classe d'obsessions intenses, qui ne sont que des souvenirs, des images non altérées d'événements importants. Je citerai en exemple l'obsession de Pascal, qui croyait voir un abîme s'ouvrir à sa gauche, depuis le jour où la voiture dans laquelle il voyageait allait se renverser et plonger dans la Seine. Ces obsessions et phobies, que l'on pourrait qualifier de traumatisantes, sont liées aux symptômes de l'hystérie. Une fois ce groupe séparé, il faut en distinguer deux autres, A. Ses propres obsessions, et B. Les phobies. Leur différence essentielle est la suivante. Dans chaque obsession il y a deux éléments, 1. Une idée qui s'impose au patient. Deuxième. Un état émotionnel associé. Or, dans les phobies, cet état émotionnel est toujours l'angoisse, alors que dans ses propres obsessions, il peut aussi s'agir de n'importe quel autre, comme le doute, le remords ou la colère. Tout d'abord, je vais essayer d'expliquer le mécanisme psychologique vraiment singulier de ses propres obsessions, très différent de celui des phobies. Dans de nombreuses véritables obsessions, il est évident que l'état émotionnel est le principal, car il persiste inchangé, variant, d'autre part, l'idée associée à lui. Ainsi, le sujet de notre observation numéro 1 avait des regrets très divers, d'avoir volé, d'avoir maltraité ses sûrs, d'avoir fabriqué de la fausse monnaie, etc. De même, les gens qui doutent successivement de beaucoup de choses à la fois. L'état émotionnel reste invariable dans ces cas, changeant, au contraire, l'idée. Chez d'autres c'est aussi fixe, comme chez la fille de notre observation numéro 4, qui professait une haine incompréhensible de toutes les bonnes de la maison, changeant cependant de personne. Eh bien, une analyse psychologique scrupuleuse de ces cas montre que l'état émotionnel en tant que tel est toujours justifié. La fille numéro 1, qui a des remords, a suffisamment de raisons pour cela, les femmes de l'observation numéro 3, qui doutaient de sa résistance aux tentations, savaient très bien pourquoi, et la fille numéro 4, qui détestait les bonnes, avait de bonnes raisons de s'en plaindre. La marque pathologique de ces cas consiste donc uniquement dans les deux caractères singuliers suivants, 1. Que l'état émotionnel a été éternisé. Deuxième, que l'idée associée n'est plus l'idée correcte, l'idée originale, liée à l'étiologie de la obsession, mais une idée de substitution pour elle. La preuve en est que dans l'histoire du patient, et dans la période initiale de l'obsession, l'idée originale peut toujours être retrouvée, puis remplacée. De telles idées substituées ont des caractères communs, correspondant à des impressions vraiment douloureuses de la vie sexuelle de l'individu, qu'il s'est efforcé d'oublier, sans obtenir plus que remplacer l'idée inconciliable par une autre, inappropriée pour être associée à l'état émotionnel, qui, pour sa part, est resté inchangé. C'est à cette liaison forcée de l'état émotionnel et de l'idée associée qu'est dû le caractère absurde des obsessions. J'exposerai ici mon observation, puis je donnerai en guise de conclusion une tentative d'explication théorique. Constat numéro 1. Une jeune fille, qui se reprochait d'avoir volé, fait de la fausse monnaie, etc., d'après ses lectures quotidiennes, réalisant cependant l'absurdité de tels reproches. Rectification de substitution. Il se reprochait l'onanisme, qu'il pratiquait en cachette, sans pouvoir y renoncer.
Elle a été guérie par une observation scrupuleuse, qui l'a empêchée de se masturber. Observation numéro 2. Un jeune étudiant en médecine, qui souffrait d'une obsession similaire. Il se reprochait de multiples actes immoraux, avoir tué son cousin, défloré sa sure, incendié une maison, etc. Il en vint à ressentir le besoin de se retourner continuellement dans la rue pour se convaincre qu'il n'avait pas tué le passant qu'il venait de croiser. Rectification. Il avait lu dans un livre de médecine populaire que l'onanisme, auquel il s'adonnait, démoralisait l'individu, et il fut très impressionné par la nouvelle. Constat numéro 3. Plusieurs femmes qui se sont plaintes de l'obsession de se jeter par la fenêtre, de blesser leurs enfants avec des couteaux, des ciseaux, etc. Rectification. Typiques tentations obsessionnelles. Il s'agissait de femmes insatisfaites dans leur mariage, qui luttaient contre les désirs et les idées voluptueuses qui surgissaient en elles à la vue d'autres hommes. Observation numéro 4. Un esprit parfaitement sain et une jeune femme très intelligente, qui manifestait une haine infinie contre les bonnes de la maison. Cette haine avait été éveillée en elle par l'impudence d'une bonne et s'était transmise de bonne à bonne, rendant le ménage impossible. Comme raison de ce sentiment, mélange de haine et de dégoût revendiquait le sujet que la crasse de ces créatures gâchait son idée de l'amour. Rectification. La jeune femme avait été témoin involontaire d'une scène d'amour de sa mère. En la surprenant, elle se couvrit le visage et se boucha les oreilles, puis fit tout son possible pour oublier la scène, qui la dégoûtait, et dont le souvenir l'aurait forcée à se séparer de sa mère, qu'elle aimait tendrement. Il a atteint, en effet, l'oubli désiré, mais la colère suscitée en elle en voyant souiller son idée de l'amour persista dans son esprit, et peu après elle s'associa à l'idée d'une personne qui pourrait remplacer sa mère. Constat numéro 5. Une jeune femme s'était isolée presque complètement suite à une peur obsessionnelle de l'incontinence urinaire. Je ne pouvais pas sortir de sa chambre ou recevoir un visiteur sans avoir uriné plusieurs fois. Étant chez lui et au repos, il n'éprouvait aucune peur. Rectification. C'était une tentation ou une méfiance obsessionnelle. Ce dont il se méfiait, ce n'était pas sa vessie, mais sa résistance contre un élan amoureux. Cela a été démontré par l'origine de l'obsession. Une fois, au théâtre, à la vue d'un homme qui lui plaisait, elle avait ressenti une désir amoureux, accompagné, comme toujours dans la pollution spontanée des femmes, du désir d'uriner. Forcée de quitter le théâtre, elle fut saisie dès ce moment de la peur de sentir la même impression, mais le désir d'uriner a été remplacé par le désir d'amour. Il a complètement guéri. Les observations précédentes, bien qu'elles montrent des degrés de complexité variables, ont en commun que l'idée originale, inconciliable, a été remplacée par une autre. Dans celle dont nous allons parler maintenant, l'idée originale a également été remplacée, mais non plus par une autre idée, mais par des actes ou des impulsions qui servaient à l'origine de procédures de soulagement ou de protection, et qui se retrouvent maintenant dans une association grotesque avec un état émotionnel. État, avec lequel il ne s'harmonise pas, mais qui est l'original, et continue d'être tout aussi justifié qu'au début. Observation numéro 6. Arythmomanie obsessionnelle. Une femme avait contracté l'obsession de compter les dalles du trottoir, les marches, etc., et il jouait sans arrêt, en proie à une angoisse ridicule. Rectification. Il avait commencé à compter pour se distraire de ses idées obsessionnelles, tentations, et il avait réussi, mais l'obsession primitive a été remplacée par l'impulsion de compter. Observation numéro 7. Spéculation obsessionnelle, Grubelsucht. Une femme souffrait d'attaques de cette obsession, qui ne cessait que pendant ses règles, étant ensuite remplacée par des peurs hypocondriaques. Le sujet de l'attaque était une partie du corps ou une fonction, par exemple, la respiration. Pourquoi est-il nécessaire de respirer? Et si je ne voulais pas respirer? Etc. Rectification.
Au début, elle avait eu peur de devenir folle, phobie hypocondriaque, très fréquente chez les femmes insatisfaites de leur mari, ce qui était son cas. Pour se convaincre qu'elle n'allait pas devenir folle et qu'elle jouissait toujours de son intelligence, elle avait commencé à se poser des questions et à régler des problèmes importants. Avec cela, il a pu se calmer rapidement, mais la spéculation mentale est venue remplacer la phobie. Pendant 15 ans, il avait alternativement traversé des périodes de peur, pathophobie, et de spéculation obsessionnelle. Observation numéro 8. Doute obsessionnel. Plusieurs cas qui ont montré les symptômes typiques de cette obsession, mais qui ont été simplement expliqués. Ces personnes avaient souffert ou souffraient encore de diverses obsessions, et la conscience que l'obsession avait perturbé leurs actions et interrompu le cours de leurs pensées, les faisait légitimement douter de la fidélité de sa mémoire. Chacun sent sa confiance en ses propres actes ébranlés, et est contraint de relire une lettre ou de refaire un récit lorsque son attention a été détournée à plusieurs reprises au cours de l'exécution de l'acte. Le doute est une conséquence logique de la présence d'obsession. Observation numéro 9. Doute obsessionnel, hésitation. Le sujet de l'observation numéro 4 était devenu excessivement lent dans tous les actes de la vie ordinaire, particulièrement ceux de sa coiffure. Il lui fallait des heures entières pour nouer ses lacets ou pour se faire les ongles. De son côté, elle l'a expliqué en disant qu'elle ne pouvait pas s'occuper de sa coiffure tant qu'elle était préoccupée par des idées obsessionnelles ou immédiatement après chaque retour de celle-ci. Observation numéro 10. Doute obsessionnel. Peur des papiers écrits. Une jeune femme, qui avait éprouvé des scrupules après avoir écrit une lettre. Et que dès lors il rassembla tous les papiers qu'il vit, donnant pour explication la crainte d'avoir avoué un amour secret. À force de répéter sans cesse le nom de son bien-aimé, la crainte était montée en elle que ce nom ne s'était échappé de sa plume, l'ayant tracé sur n'importe quel papier dans un moment d'égocentrisme. Observation numéro 11. Misophobie. Une femme, qui se lavait les mains 100 fois par jour, et pour ne pas les toucher avec elle, elle ouvrait les loquets les portes les poussant avec le coude. Rectification. C'était le cas de Lady Macbeth. Les ablutions avaient un caractère symbolique et visaient à substituer la pureté physique à la pureté morale, que le sujet regrettait d'avoir perdue. Elle était tourmentée par le remords d'une infidélité conjugale dont elle avait décidé de noyer le souvenir. Concernant la théorie de cette substitution, je me limiterai à répondre aux 3 questions qui se posent ici. Premier. Comment une telle substitution peut-elle être accomplie? Elle semble constituer l'expression d'une disposition psychique particulière. Du moins trouve-t-on très fréquemment dans les obsessions la même hérédité que dans l'hystérie? Ainsi, le patient en observation numéro 2. Il m'a dit que son père avait souffert de symptômes similaires, et un jour il m'a présenté à un cousin germain avec des obsessions et un tic convulsif, et la fille de sa sœur, une fillette de 11 ans, manifestant déjà des obsessions, probablement des remords. Deuxième. Quelle est la raison d'une telle substitution? À mon avis, on peut le considérer comme un acte de défense de soi contre l'idée inconciliable. Parmi mes patients, il y en a qui se souviennent de l'effort de volonté fait pour expulser l'idée ou le souvenir. Champ de conscience douloureux, observation numéro 3, 4 et 11. Dans d'autres cas, cette expulsion de l'idée irréconciliable s'est produite dans une façon inconsciente, qui n'a laissé aucune trace dans la mémoire du malade. Troisième. Pourquoi l'état émotionnel associé à l'idée obsédante s'est-il perpétué, au lieu de disparaître comme les autres états de notre moi? La réponse à cette question se trouve dans la théorie des symptômes hystériques, fruit de ma collaboration avec Breuer. Ici, je ferai seulement remarquer que le fait même de la substitution rend impossible la disparition de l'état émotionnel. À ces groupes d'obsessions propres s'ajoute celui des phobies. Celles-ci diffèrent des obsessions, comme nous l'avons indiqué précédemment, en ce que l'état émotionnel qui leur est concomitant est toujours l'angoisse.
Ajoutons maintenant que les obsessions sont multiples et plus spécialisées, et, d'autre part, les phobies, plutôt monotones et typiques. Aussi dans les phobies on peut distinguer deux groupes, caractérisés par l'objet d'angoisse. Premièrement, les phobies communes, peur exagérée de ces choses que tout le monde craint quelque chose, comme la nuit, la solitude, la mort, les maladies, les serpents, les dangers en général, etc. Et deuxièmement, les phobies occasionnelles, anxiété survenant dans des circonstances particulières qui n'inspirent pas la peur chez l'homme sain. Ainsi, l'agoraphobie et autres phobies de la locomotion. Il est intéressant de noter que ces dernières phobies ne sont pas obsessionnelles, comme leurs propres obsessions et phobies communes. L'état émotionnel ne survient pas dans ces cas, mais dans des circonstances particulières, que le patient évite soigneusement. Le mécanisme des phobies est totalement différent de celui des obsessions. Il ne s'agit plus d'une substitution, et il n'est pas non plus possible de découvrir, au moyen de l'analyse psychique, une idée remplacée inconciliable. Il n'y a qu'un état émotionnel d'angoisse, qui par une sorte de choix a mis en évidence toutes les idées susceptibles de devenir l'objet d'une phobie. Dans les cas d'agoraphobie, etc., on retrouve fréquemment le souvenir d'une crise d'angoisse, et en réalité ce que le patient redoute, c'est l'apparition d'une telle crise dans ces circonstances particulières où il croit ne pouvoir s'en sortir. L'angoisse de cet état émotionnel existant au fond des phobies n'est issue d'aucun souvenir. Il va donc falloir se demander quelle pourrait être l'origine de cette puissante affection du système nerveux. En réponse à cette question, j'espère pouvoir prouver une fois de plus qu'il est justifié d'établir une névrose particulière, la névrose d'angoisse, dont cet état émotionnel est le principal symptôme. Nous en énumérerons les divers symptômes et insisterons sur la nécessité de distinguer cette névrose de la neurasthénie, avec laquelle on la confond aujourd'hui. Ainsi, les phobies font partie de la névrose d'angoisse et s'accompagnent presque toujours d'autres symptômes de la même série. La névrose d'angoisse est aussi d'origine sexuelle, mais elle n'est pas liée à des idées empruntées à la vie sexuelle et n'a pas vraiment de mécanisme psychique. Son étiologie spécifique est l'accumulation de tensions reproductives, causée par le sevrage ou l'irritation reproductive. Frustrée, du fait des rapports sexuels réservés, de l'impuissance relative du mari, des excitations sans satisfaction ultérieure des petits amis, de l'abstinence forcée, etc. Dans ces conditions, extraordinairement fréquentes, surtout chez les femmes, dans la société actuelle, c'est dans ces conditions que se développent les névroses d'angoisse, dont les phobies sont une manifestation psychique. Pour conclure, nous indiquerons que les phobies et les obsessions elles-mêmes peuvent se combiner et se combinent, en effet, avec une grande fréquence. Ainsi, nous pouvons constater qu'au début de la maladie, il y avait une phobie, développée comme un symptôme de la névrose d'anxiété. L'idée qui constitue la phobie et à laquelle la peur est associée peut être remplacée par une autre idée ou plutôt par le procédé protecteur qui semble atténuer la peur. L'observation numéro 6, spéculation obsessionnelle, est un parfait exemple de cette classe, c'est-à-dire d'une phobie doublée d'une obsession proprement dite, par substitution. Fin. Obsession et phobie. Sigmund Freud.